Me voici de retour à Paris après un voyage éclair en Argentine. Vous le savez, j'ai accueilli à Buenos Aires Michel Hidalgo et Jorge-Luis Borges. Et justement, mon invité aujourd'hui est Alain Bosquet, vous connaissez bien ce grand écrivain argentin. Eh bien, je l'ai rencontré 3 ou 4 fois à Paris et je le lis depuis 25 ans. C'est certainement l'un des hommes les plus fascinants que je connaisse, disons sur les 2 plans. Le plan de l'humain, car nous le savons, il est aujourd'hui aveugle. Ça a été, disons, une torture très longue. Je me souviens de l'époque où sa mère, qui était nonagénaire, le pilotait. Et il semble que ce soit un destin tout à fait en accord avec son œuvre, car toute son œuvre est une structure intellectuelle, une manière de chercher l'impossible, une géométrie de l'autre chose, et je disais que c'était le premier élément. Le deuxième, c'est la perfection avec laquelle il nous décrit un monde qui n'existe pas et qui dirait à peu près ceci: Jacques Chancel est le personnage qu'un autre auteur comme moi a inventé à la page 342, signé d'un 3e auteur. Vous allez voir et vous dit non, mais il s'y trouve pas, et il vous répondra Borges, mais ça ne fait rien, l'édition est fautive. Mais il s'est inventé un territoire et c'est celui de la nuit, et je me suis aperçu, je ne m'en doutais pas, je me suis aperçu vraiment du succès qu'il reçoit là-bas. Je l'ai accompagné, et cette fois-ci, ce n'était pas sa mère qui le guidait dans Buenos Aires, c'était moi. Et les gens le saluaient dans la rue, et lorsque nous sommes arrivés au restaurant, toute la salle s'est levée et l'a applaudi. C'est un privilège des pays en voie de développement que d'aimer leurs écrivains et leurs poètes. C'est ce que je pensais, justement, et c'était le rôle de l'écrivain, et c'est... L'écrivain, je crois, va être en question avec vous, Alain Bosquet. Vous êtes essayiste, je dirais même, pour me faire plaisir, homme de radio. Vous êtes romancier, critique littéraire. On pourrait penser, vous êtes juré de prix littéraires. On pourrait penser que vous voulez tout faire, que vous êtes boulimique. Vous êtes également poète, vous êtes créateur, et je finirai par croire que vous êtes terriblement fragile. Mais je le suis intérieurement, n'est-ce pas? Parce que pour moi, écrire, manier la plume, je dis toujours je suis homme de lettres, avec tout ce que ça comporte de linge sale, mais aussi de solitude. J'écris beaucoup parce que c'est mon métier, que j'ai besoin d'entraînement. Alors, je fais mes 7 ou 8 pages dactylographiées par jour, mettons 5 fois par semaine. Avec l'envie de les publier? Parfois la nécessité. Le résultat est que cela se publie, que je le veuille ou pas, étant donné qu'il y a là-dedans beaucoup d'articles et que je ne suis pas comme Borges, reconnaissable dans la rue. C'est donc mon métier, c'est mon gagne-pain. J'écris pour pouvoir me donner le luxe d'écrire pour moi, c'est-à-dire ce que je signe dans mes livres. Le reste, ce sont une moyenne de 1200 articles tous les 5 ans, ce qui est énorme. Vous êtes quelques-uns à écrire comme cela, c'est-à-dire à écrire beaucoup. On parle toujours de Pierre-Jean Rémy, on pourrait parler aujourd'hui de Jean Edernalier. Vous êtes un fou de littérature. Oui, mais à une condition... Vous ne voulez pas être mis en parallèle. Non. Non, si, ça ne me gêne pas du tout. Rien ne me gêne. Non, je dirais ceci à condition que ma lucidité reste intacte, que je puisse écouter de la radio, aller au concert, aller souvent au cinéma, et m'exciter, disons, pour la lutte interne de tel ou tel parti, disons, politique, que je sache qu'aux eaux de Hambourg est arrivé un bébé panda. C'est le siècle qui compte avant tout. Et je ne puis écrire que si j'ai ma ration séculaire de choses quotidiennes. Ça vous intéressez, Alain Bosquet, à vos méandres intérieurs. Parler de soi, est-ce faire du nombrilisme? C'est difficile de parler de soi. C'est d'abord un acte de courage. Ce n'est pas je ne sais pas si c'est le nombril uniquement, parce que à ce moment-là, n'est-ce pas, on serait égotiste. Moi, je me dirais ceci: si je parle de moi d'une certaine manière, je parle aussi de mon imagination, et mon imagination rejoint celle des autres. Et qu'est-ce que c'est que le besoin du lecteur? Ce n'est pas du tout de se dire qu'on a inventé un flic, on a inventé Margot, n'est-ce pas, si l'auteur quelque part ne se livre pas, j'ai l'impression qu'une certaine qualité de lecteur ne suit pas non plus. Je me dis que je suis justifié par le fait que le lecteur veut me trouver, moi,
auteur, et se retrouve lui-même dans ce que je suis. S'il n'y a pas quelque part un labyrinthe à la Borghese qui nous conduit l'un vers l'autre, ça ne compte pas, c'est du divertissement. Pour moi, la littérature, c'est une nécessité, c'est une vérité, c'est pas uniquement un divertissement. Donc la littérature facile, non. La littérature difficile, oui. Et je crois que le fait que je donne de moi-même doit être apprécié par le vrai lecteur. Enfin, vous êtes un critique exigeant, on pourrait se demander si vous n'avez pas lu trop de livres. Vous en avez écrit beaucoup. Parce que lorsqu'on lit beaucoup, on doit avoir scrupule à écrire ensuite. Eh bien, je vais vous dire, moi, ça a été résolu en 1953 quand je suis entré à Combat. Et je me suis mis à lire 2 livres par jour et en feuilleter 3 ou 4. J'en suis à peu près à en lire 3 par jour, en feuilleter une quinzaine, que je rejette ou avec intérêt ou avec dédain. Vous savez, ça s'annule. C'est beaucoup quand même, 3 par jour. Non, ça Comment n'est pas lit-on ? beaucoup. Eh bien, on en lit un réellement, on en parcourt 2 sérieusement et le reste est en oblique. Alors Alain Bosquet, pourquoi avoir écrit ce livre, Une mère russe, et on y reviendra tout à l'heure. D'abord, la nécessité de se raconter, de parler de soi, et de revenir peut-être sur une mère que l'on a vue peut-être également trop rarement. Eh bien, écoutez, il y a là d'abord une nécessité physique. Je ne crois pas qu'il y ait de littérature sans un besoin. Qu'on peut analyser ou pas, ça n'a pas d'importance. Le besoin peut être intellectuel, du cerveau, il peut être par rage contre quelque chose, c'est le pamphlet, et puis il y a tout simplement que nous sommes des animaux, si vous disiez ou pas. Eh bien moi c'est mon cas, j'ai perdu ma mère l'année dernière, j'avais besoin de me justifier à mes propres yeux. Est-ce que j'étais un bon fils ou pas? La question se pose, je ne sais pas du tout. Le plus simple, c'était d'écrire un livre et de me dire quels ont été nos rapports pendant 50 ans. Qu'est-ce que c'est qu'un fils par rapport vis-à-vis de sa mère? Plusieurs interrogations assez terribles. D'abord, on ne connaît pas sa mère, on lui dit pas tout. Et il y a des questions qu'on ne lui pose pas. Il y en a une qui est très simple. Qui étais-tu avant ton mariage avec mon père? Qu'est-ce que tu étais comme jeune fille? Comment faisais-tu l'amour? Qu'est-ce que tu étais avant de penser avoir un fils? Ça, c'est une chose. L'autre, c'est que on a sa pudeur réciproque. On ne se dit pas qu'est-ce que tu penses, on devine. Donc on ne sait pas. C'est une chose. La seconde, c'est que j'ai attendu le moment où mon style, mon écriture, mon instrument de travail Vos mots serait à la hauteur de ce que j'avais à dire. Bon, et alors ce livre est sorti, si j'ose dire, tout seul, parce qu'il y avait une accumulation d'interrogations qui se posaient à moi. Alain Bosquet, votre mère est morte l'an dernier. Les questions que vous n'avez pas su poser, vous sauriez les poser maintenant? Les poser à votre mère? Toutes ces questions dont vous parliez à l'instant, et avec beaucoup d'autres questions. Eh bien, maintenant, si vous voulez, je vais répondre cette chose terrible. Elle n'est plus un être humain. Elle est devenue le personnage de mon livre, car il ne restera rien d'autre que ce livre. Alors, ce bouquin qui est dur, qui est impitoyable, qui ne me ménage pas non plus... On pourrait dire même méchant. Méchant, c'est peut-être trop dire, mais disons impitoyable. Lucide, moi j'aime bien ce mot-là. Voyez-vous, Jacques Chancel, c'est devenu la seule chose qui reste de ma mère. D'ailleurs, ce qui est très curieux, c'est que parmi les journaux qui ont publié des photos de moi, j'ai des amis, j'ai des copains dans la presse, puis des gens qui ont aimé le bouquin sans être mes amis. Deux journaux importants m'ont dit, mais vous nous intéressez pas, donnez-nous une photo de votre mère. De sorte que cette mort qui a été brutale, qui était la fin de tout, elle est prolongée par cette toute petite chose, ce petit geste, qui consiste à dire que, à cause du livre, elle continue à vivre, distraitement sans doute, et très modérément, et très mesquinement même, mais dans la sensibilité de quelques centaines de personnes. Mais vous avez fait de votre mère un personnage littéraire. D'ailleurs, le livre est un roman. Et alors vous êtes passé de la réalité à la fiction. On pourrait se demander quelle est la part, et on pourrait se demander si vous n'avez pas pris le droit au mensonge. Non, eh bien, je vais vous dire, d'abord, il n'y a pas de mensonge, il y a tout au plus, quand même, la conscience professionnelle, qui consiste à dire, qu'on le veuille ou pas, je vais décrire, je vais découper la vérité, je vais en faire une scène, je vais en faire un morceau. Eh bien, un morceau, mais mon Dieu, c'est fait de mots. Or, la vérité, elle est diffuse.
Quoi faire? Comment faire un dialogue? Si on mettait tout, ça n'a aucun intérêt, tout le monde s'endormirait. Donc, j'élimine certaines choses, je regarde, je minute, je monte, et par là même, je me laisse entraîner par le verbe et quelquefois à déformer certains détails. Je disais tout à l'heure, Alain Bosquet, que vous étiez un fou de littérature. On parlera également de votre vie, parce qu'elle est assez étonnante. Vous êtes un personnage baroque, dans le beau sens du mot, parce qu'il y a chez vous quand même un mélange d'atavisme. Vous avez été belge, vous avez été américain, vous êtes français, peut-être avez-vous été bulgare, vous êtes né en Russie. Et vous vous donnez le droit aujourd'hui, d'une certaine manière, au laurier, comme s'il s'agissait d'une réussite. Vous avez eu le prix interallié pour Confession mexicaine, puis maintenant vous donnez vous-même des lauriers, comme si vous participiez des chapelles parisiennes, comme si vous étiez installé dans votre véritable territoire, sur votre véritable territoire. Ça fait partie de la lucidité de tout à l'heure, qui est d'assumer une partie de l'absurde de notre vie. N'est-ce pas, il y a des moments où on est faible, on se dit tout ce que j'écris à quoi ça sert, je suis tenté par l'absurde, j'ai eu comme maître et comme ami intime Samuel Beckett et Sioran, et vous savez, après ça on résiste à assez peu de choses. Alors il y a des moments où le paraître est indispensable, et quand je dis que je suis un homme de lettres, c'est tout simplement parce que le linge sale dont je parlais tout à l'heure existe, et qu'il y a des moments de faiblesse où on se dit, bon, eh bien, moi aussi j'ai le droit de donner un prix. Moi aussi, j'ai le droit de faire telle chose dans un journal. Moi aussi, avec l'âge aidant, je m'arroge le droit d'être, disons, un député dans par intérim peut-être, de la République des lettres. Oui. Voyez-vous, et ce n'est pas une organisation aussi dérisoire que ça. Vous savez, finalement, tous nos grands révolutionnaires ont été des hommes de lettres. Céline était également, à sa manière, un homme de lettres. Monsieur Racine était un homme de lettres. Monsieur Baudelaire était un homme de lettres et voulait aller à l'Académie. Monsieur Mallarmé était un homme de lettres. Les vrais solitaires, les vrais ermites, il y en a combien par génération? Ce n'est pas nécessairement les meilleurs. Je crois qu'être confronté à la petitesse de la littérature, n'est pas à la poubelle, panier au crabe si vous préférez, c'est tout aussi solitaire que le reste, parce que salutaire, étant donné qu'on se rend parfaitement compte du jeu que l'on joue. Et alors, à ce moment-là, bien, c'est de l'hygiène. Vous estimez que le métier d'écrivain n'a rien de sacré? Absolument rien. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas une rigueur et qu'il ne faille pas une ambition. Je crois que ce qui manque le plus, c'est l'ambition. Les gens coupent des cheveux en quatre, inventent une avant-garde tous les jours, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Et puis la rigueur, pour moi, si vous voulez, c'est peut-être la chose la plus pardonnable en littérature. C'est écrire suffisamment bien pour avoir le respect du lecteur. C'est pas les tripes qui comptent, c'est la manière de les préparer. Enfin, il y a un vertige des mots, mais on peut en abuser. Et vous êtes pris par ce vertige. Je ne crois pas que j'en abuse, mais ça c'est à vous à juger. Vous disiez tout à l'heure baroque, je veux bien. Et ben, moi je mettrais comme statut devant moi Voltaire et Giraudoux beaucoup plus que les grands baroques anglo-saxons ou allemands, parce qu'il y a de l'ironie, parce qu'il y a un dédain de soi-même, il y a peut-être un clin d'œil chez Voltaire comme chez Giraudoux, et que après cela, eh bien, on peut sourire de tout, y compris de l'auteur. Et ce que je voudrais, quand on referme un livre de moi, c'est que l'on dise d'abord que c'est bien entendu, je suis faible comme tout le monde et prétentieux, mais j'aimerais aussi que l'on dise « Ah, il ne se prend pas au sérieux, et donc il y a une certaine fragilité. » Vous me l'avez dit tout à l'heure, oui. Je crois. Eh bien, j'y tiens, moi, cette fragilité. C'est très important de savoir, de dire au lecteur quelque part entre les lignes, vous savez, ce livre... ça vous aide à mourir mieux, et moi aussi j'en meurs. S'il n'y a pas ça quelque part, il n'y a rien. Enfin, vous avez fait, Alain Bosquet, un beau parcours. Je disais tout ce que vous étiez tout à l'heure, essayiste, romancier, poète, homme de radio. Vous avez obtenu le prix interallié pour Confession mexicaine. Vous êtes au prix Renaudot maintenant. Oui. Vous avez eu vos bonheurs littéraires. Alors, que vous manque-t-il? Que manque-t-il à un certain moment à un homme de votre âge? D'ailleurs, quel âge avez-vous? J'ai 59 ans, bon, je suis un vieux schnock. Il ne me manque rien, sinon que je suis, je crois, en possession encore pour peu d'années, disons d'un instrument relativement acceptable. Je crois que par le truchement du style, l'éducation intérieure qu'on a de soi,
et un certain jaillissement, une certaine fraîcheur malgré tout. N'est-ce pas, il la faut. Je crois que je peux mettre ça au service de l'immense expérience qui m'est tombée sur la tête, le fait que j'ai bourlingué précisément d'un bout à l'autre de ce siècle, à partir de ma naissance, c'est-à-dire au lendemain de la Première Guerre mondiale, d'une part, et que d'autre part, ça me permet, et c'est là l'insatisfaction suprême, et quand même de continuer de m'attacher à cette définition que je ne peux pas saisir, à savoir qu'est-ce que c'est que la poésie, qu'est-ce que c'est que le poème. Alors d'un côté, il y a, si vous voulez, l'homme de lettres, je vous en parlais, il y a le romancier parce qu'il faut témoigner, pour moi c'est un témoignage, avec quelques rubans et quelques dentelles, j'y tiens. Et puis il y a une autre phase plus nocturne, qui est de se demander qu'est-ce que c'est que le verbe à son niveau le moins utile. Qu'est-ce que c'est que la Bible qui dit à l'origine est tel verbe? Qu'est-ce que c'est que Mallarmé? Qu'est-ce que c'est que Saint-Jean-de-Perse? Qu'est-ce que c'est que le poème? Or, nous sommes, nous, dans notre vie en France, dans ce pays devenu petit, vous le savez depuis hier soir, en revenant par le Concorde aussi vite, et dans ce petit pays heureux, dans ce pays qui ferme les yeux sur pas mal de choses, qu'est-ce que c'est que cette chose terrible que de pouvoir tout remettre en cause par le verbe, l'incantation du poème. Et je dis ça parce que nous n'en faisons aucune consommation. Le poème en France n'a absolument aucune place nulle part. Vous disiez tout à l'heure, je crois avant notre interview, que vous voyiez Borges entouré de ses zélateurs. Il n'y a pas tellement de gens qui lisent Borges, même en Argentine, mais ils savent qui c'est. Et quand je descends, moi, dans la rue et que je demande qui est Saint-Jean-de-Perse ou Char ou Michaud, et ce sont des gens ou morts ou qui ont plus de 70 ans, ben, je vous assure qu'on a envie de m'amener au poste. Oui, vous parlez de Saint-Jean-de-Perse, vous parlez de René Char, mais ce sont des gens, bon, Saint-Jean-de-Perse est parti, et René Char existe, qui n'ont pas voulu le contact, la rencontre, qu'ils n'ont pas souhaité. Mais ce sont des poètes, ils avaient bien raison d'être Ils avaient bien raison, ils ont apporté à leur pays, ils ont apporté à notre langue quelque chose de cette dimension invisible que je cherche, je crois, n'est-ce pas? Vous refusez d'une certaine manière le roman, l'essai, le témoignage, et vous vous réfugiez dans la poésie pour une seule et bonne raison qui me paraît bonne d'ailleurs aussi, c'est que la poésie pose des questions, mais on est en droit de ne pas attendre des réponses. Oui, d'abord elle est ambiguë, ensuite elle est, je crois, elle peut être profonde, et l'expérience des siècles, parce qu'enfin tout est une question de, disons, de vie et de survie, donc de mort. Eh ben, l'expérience prouve que le roman, il y en a combien qui restent par génération, qui se transmettent. Je pourrais aligner des noms, il y en a une vingtaine, il n'y en a pas beaucoup. Or, les poètes survivent mieux parce qu'ils ne cherchent pas, disons, les conventions du roman. Le seul fait que vous m'interrogiez et que vous me demandiez pour un livre autobiographique quelle est la part de vérité et la part, disons, d'accommodement, prouve que vous-même, vous n'avez pas tout à fait un respect profond de la prose, car la prose, elle raconte, et nous pouvons aujourd'hui raconter autrement, par la télévision, par la radio, le roman, l'intrigue romanesque n'est pas une chose absolument éternelle et n'est pas absolument sans changement possible. Or, le poème, même si nous n'en faisons aucune consommation, est tout de même irremplaçable lorsqu'il est là. Mais je parlais tout à l'heure du droit au mensonge. Un écrivain digne de ce nom doit pouvoir mentir. Non, il doit pouvoir donner une variante personnelle et individuelle de la vérité. Vous voyez, je suis plus modeste que vous. À ce point-là. Oui. Alors justement, parlons de modestie, vous ne l'êtes pas tellement vis-à-vis de vous-même, parce qu'il y a des mots parfois qui peuvent élever le débat. Vous vous jugez mal, et lorsqu'on se juge mal, on peut penser qu'on se juge bien. Parce que vous dites par exemple dans Injustice, je suis antipathique, et je tiens à le rester. Être vivant, c'est aller de passion en passion, malheur au tiède. Je me préfère exalter, toujours injuste. Oui, vous savez, d'abord j'ai dit ça il y a probablement 10 ans. Oui, mais ça tient toujours. N'est-ce pas? Ça tient dans une mesure. Il ne faut pas non plus, chez un écrivain qui est un écho sonore, comme disait l'autre, il ne faut pas non plus voir quelque chose de stratifié
et d'absolument étanche. Je suis pas un sous-marin. Je veux dire, j'ai écrit ça dans une sorte d'exaspération. Oui. Il se peut que j'ai des moments plus gentils, plus humains, plus ouverts. Ceci dit, n'est-ce pas, dans le bazar où nous vivons, si on ne tient pas un petit peu ses distances, eh bien on est avalé par tout le monde. Je suis avant tout, si vous voulez, par mon métier journaliste. Donc 15 fois par jour, si ce n'est pas 35, quelqu'un téléphone ou écrit pour dire je viens d'écrire un chef-d'œuvre, bien entendu, je n'ai pas trouvé d'éditeur parce que les éditeurs ne comprennent pas, je me suis donc édité moi-même, veuillez faire 2 lignes sur moi dans Le Monde ou Le Quotidien de Paris, ou Dieu sait où. Donc on est avalé par des gens incompétents, par des gens sans talent, qui vous en veulent d'en avoir un peu, qui vous en veulent de toute manière. Alors c'est une manière de garder ses distances. Ce n'est pas du mépris, c'est simplement la nécessité de garder la tête froide suffisamment pour pouvoir, lorsqu'on écrit soi-même, être à chaud. Je me garde des autres, je peux pas me passer d'eux. Je les adore d'ailleurs, j'aime bien la communication. Je me garde des autres pour avoir quelques heures par mois le temps d'écrire pour moi et de faire un règlement de compte avec moi-même et pas les autres. Alain Bosquet, une fois vous avez dit je ne reçois pas Georges Brassens comme un poète. Et cela m'avait étonné parce que personnellement je vois dans les textes de Brassens même délivrer de leur musique, oui, mais de la poésie. Oui, mais délivrer de leur musique, c'est délivrer aussi de toute poésie, et moi là je suis absolument en désaccord avec vous, vous m'en excuserez. Je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui d'auteur de chansons qui soit un vrai poète. Et puis ce n'est pas du tout le fait que Brassens ait beaucoup de talent, ou un peu moins de talent qui compte, c'est, si vous voulez, la manière du public de recevoir ça. Dans la mesure où il y a en France 1 million de personnes qui considèrent que Brassens est un grand poète, les justifie du fait qu'ils ne vont pas lire un livre de poèmes sans musique et plus difficile. C'est cette paresse-là que je combats. Ce n'est pas du tout que je n'aime pas Brassens, mais j'accuse tous ceux qui le lisent de ne pas aller plus loin. Vous accusez d'ailleurs souvent la chanson qui, à vos yeux, joue un rôle d'imposteur, et on pourrait penser que le poète est un peu jaloux de la priorité accordée à la chanson. Non, je dis à la bonne chanson, ne parlons pas de ce qui est médiocre. De la mauvaise, non. Pour moi, évidemment, Piaf, ça dépasse tout. Oui. Mais c'est un autre phénomène. C'est un phénomène cutané, physique. Je suis assez contre la chanson. Je dois dire qu'il y a eu là trop de malentendus. On trouve, comme le mot poésie, n'est-ce pas? Il y a la poésie, oui. Poulidor, c'est la poésie de la pédale, un tel est le poète de la pharmacie. On abuse de tout cela. Moi, la poésie est dans un objet verbal qui est le poème. Ailleurs, c'est faux. Votre mère vous reprochait un peu votre admiration pour Machiavel. Elle avait raison? Oh, oui, elle avait raison, n'est-ce pas, quand il faut se défendre contre les fâcheux, comme on disait jadis, eh bien, on intrigue un peu, pourquoi pas? Si c'est pour la bonne cause. La bonne cause, pour moi, c'est simple, c'est défendre un poète qui est pas connu, c'est défendre un peintre que j'aime, c'est essayer de faire une petite place, non pas à soi, parce que ça c'est de l'égoïsme, mais aux autres. Il y a en moi aussi un démon du dévouement, les gens le savent. Je me trompe, on se trompe toujours dans ce métier-là. Mais si un journaliste n'est pas là pour frapper sur la table et dire qu'il y a un grand peintre ou un grand poète en herbe, eh bien, on le découvrira pas, c'est bien simple. À différentes reprises, Alain Bosquet, vous êtes revenu au mot journaliste. Je devrais donc penser que vous l'accordez mieux à vos sentiments que le mot écrivain. Mais vous savez, le journaliste est quelqu'un qui est placé devant l'événement. Tout à fait comme le commentateur de radio qui est obligé de dire avec émotion ou pas, il s'est passé ceci. Le journaliste pur dit, le président Sadat vient de déclarer que, ou le président Giscard d'Estaing en Corse a dit que, je pense que, immédiatement à vif. Et je crois que le journaliste, le critique de littérature fait la même chose. On ne peut pas, n'est-ce pas, en parlant d'un peintre, en parlant d'un poète, brièvement, il faut secouer les gens, il faut donc exagérer. Il faut les prendre par la peau du cou et dire, vous êtes un salaud si vous lisez pas tel livre. Si vous ne courez pas à telle exposition, c'est que vous n'êtes pas civilisé. Vous êtes un sauvage. Il faut exagérer. Il faut, n'est-ce pas, hypnotiser. Il faut tout chambouler. Alors que
Prendre le risque de déplaire. Profondément, on sait qu'il y a des nuances. Oui, bien sûr. Mais comment voulez-vous, quand on attache à la peinture ou à la poésie, et je me plais à croire que ce sont des valeurs réelles, en tout cas pour moi, et je suis pas tout à fait le seul, quand ça prend 10 lignes, quand on a 10 lignes entre un mot croisé et une publicité, comment voulez-vous agir ? Or tout de même, c'est ça qui compte. Et l'action du journaliste, le pouvoir qu'il peut avoir sur, appelez ça une élite, appelez ça des gens qui lisent par hasard ou par erreur un journal, est quand même tel que finalement ça finit par remplacer nos amis. Moi je sais que j'écris pour un journal, pour les gens qui lisent le journal. J'essaye d'avoir le don de mimétisme suffisant pour écrire comme les autres du même journal. Je sais qu'il faut employer tel style pour Le Monde, tel autre pour le Quotidien de Paris, un troisième. Vous n'êtes plus tout à fait vous-même alors. Oui, mais je suis là dans la peau du serviteur des arts et lettres. Ça a l'air d'être terriblement prétentieux ce que je raconte en disant serviteur. Mais enfin, il y a de ça. Il faut faire des adeptes. Vous aviez lu les livres qui ont été écrits sur le thème de la mer avant d'écrire Une mer russe? Parce qu'il y a tout de même Hervé Bazin, Albert Cohen et beaucoup d'autres. Oui, je ne crois pas qu'on puisse m'accuser d'inculture, mais je n'ai pas relu systématiquement les livres sur les mers. Que voulez-vous, il y a des moments d'émotion où la culture, les livres des autres, vous oubliez Gorky, il y en a d'autres, et il y en a mille autres. N'est-ce pas, ça compte pas. On a quelque chose à dire, on le dit, et tant pis pour la bibliothèque. J'ouvre pas les livres des autres. Alors là, venons-en à ce livre, Une mer russe. C'est d'abord l'itinéraire d'une femme, votre mère, c'est Odessa, c'est votre... Vous parlez d'ailleurs de cette mère qui a étudié le violon. Comme vous auriez aimé, vous, être musicien? Ma mère a voulu toute ma vie, c'est pas là dans le livre d'ailleurs, oui, que je sois musicien, c'est absolument rien donné. Mais vous le regrettez? Non, je vais vous dire pourquoi je le regrette pas, parce que c'est un des deux arts majeurs, il y a la peinture et la musique, et devant lequel je suis en admiration constante et absolue, et je suis un grand admirateur, je suis un consommateur d'admiration. J'aime admirer, comme je peux admirer une belle femme, un arbre précis, non, un arbre à tel endroit de France. Je sais qu'il y a un cèdre du Liban qui se trouve près de Moulins que je veux revoir, à qui je veux dire bonjour. Il y a un autre cèdre du Liban dans le petit jardin près de la cathédrale de Tours. Eh bien, je passe et je regarde si le nombre de tuteurs, qui était de 19 l'année dernière, a augmenté ou pas. N'est-ce pas? Alors, il y a cet amour de certaines choses comme ça, et l'amour de deux arts, de deux formes d'art, c'est la musique, parce qu'elle n'est pas intellectuelle. On peut pas en parler quand on dit que Bach est admirable, quand on dit que Bartók c'est pas mal ou beaucoup mieux que ça. Eh bien, on a tout dit, on subit, on est heureux, sans savoir pourquoi, et c'est merveilleux pour un pseudo-intellectuel comme moi, ou un intellectuel tout court, de tout à coup avoir des admirations béates, physiques, comme ça. Mozart est mon plus grand ami, enfin il n'y a pas de doute. Je travaille d'ailleurs toujours en écoutant France Musique. Et la peinture, je dirais ceci, quand chez moi un ami ou un interlocuteur vient et me dit du mal de Verlaine, de Rimbaud, de Shakespeare, je dis vous vous trompez, mais quelque part il parle métier, il parle d'un concurrent. Oui. Quand il parle mal de Rubens, de Van Eyck ou de Velázquez, je le défenestre, parce que ça c'est sacré, vous comprenez, je ne peux faire aucun mal à la musique, je ne peux faire aucun mal à la peinture. Or l'écriture, comme je suis du métier, je me pose des questions, je suis plein de malaise. Alors pour répondre à ce que vous me demandiez, on a voulu que je fusse musicien. Heureusement, je ne le suis pas du tout. Enfin, vous avez été vagabond, et je le disais tout à l'heure, né à Odessa, donc c'est là, dans votre ville, il y a la Russie, il y a la Bulgarie, il y a la Belgique, il y a les Amériques, il y a la France, il y a... Oui, ça commence par la Belgique, car enfin j'ai quitté oui. La Russie il y a quelques semaines, la Bulgarie... on est quand même imprégné. Non, on est imprégné par la nostalgie que ça a laissé chez sa mère. Oui. Mais moi, personnellement, je me sens très peu russe. Et la Bulgarie, je l'ai connue jusqu'à l'âge de 4 ans, donc à part quelques cruautés de gosse,
On s'attachait les uns aux autres avec des fils de fer barbelés, par exemple. Ça fait pas toujours plaisir. Mais tout commence, disons, à Bruxelles, pour moi, cette ville grise, intense, travailleuse et intellectuellement assez riche, dans un environnement des années 20 et 30, quand même assez vulgaire, assez médiocre, il faut le dire, assez en retard. Vous avez choisi votre nationalité? Je veux dire, vous avez choisi votre pays, mais par le cœur. Non, je n'ai choisi qu'un pays, c'est la France, il n'y en a pas d'autre. Il ne peut pas y en avoir d'autres. On n'a pas deux patries à la France, dont une est la France. Oui. On n'en a qu'une, c'est la France. Ceci dit, j'ai vécu donc longtemps en Belgique, j'en ai pris un certain pli peut-être un certain regard qui n'est pas tout à fait le regard français sur les choses au dehors, un côté plus européen, un côté plus lotharingien, un côté plus bourguignon, un côté un peu plus sceptique et un peu plus tonitruant dans la kermesse, vous voyez le genre. Et ensuite, après la guerre, pendant la guerre, j'ai fort bien connu les États-Unis. Alors qu'avez-vous pris aux États-Unis? Eh bien, je suis arrivé aux États-Unis en 1942. Donc, tout de suite après Pearl Harbor, je venais de Casablanca, je voulais combattre encore, parce que j'avais fait la guerre en 40, et j'ai trouvé d'abord, n'est-ce pas, un certain sens de la liberté au début. C'était bien avant l'affaire McCarthy. Pas de mesquinerie sur le plan, disons, personnel. On ne fermait pas les portes, parce que, on ne volait rien. Ou alors on volait $1 million. Il y avait l'étendue. Il y avait l'extraordinaire, disons, les distances, mais aussi l'extraordinaire, déjà, dans les années 40, communion par les objets, qui allait devenir le drame. C'est que finalement, ils sont devenus les esclaves de ces objets. Vous entrez dans n'importe quel magasin, imaginez il y a 35 ans de ça, entrer dans n'importe quel magasin et savoir quelle chemise vous voulez. Vous n'avez pas à l'essayer, il y a eu telle marque, tel numéro de telle marque. Or, il y a en tout et pour tout 3 marques. Ou alors c'est sur mesure, ça coûte entre 6 et 8 fois plus cher. Et tout est comme ça, les âmes sont comme ça, les esprits sont comme ça. Alors c'est réconfortant parce qu'à un certain moment, les décisions sont prises en bloc, inconsciemment, et parce que, n'est-ce pas, il y a une absorption extraordinaire, vous êtes le bienvenu, vous êtes tout de suite chez vous, peu importe si vous parlez anglais. D'ailleurs, on peut avoir tous les accents, sauf le bon accent anglais, parce que ça, c'est snob. C'est pas alors que vous ayez l'accent polonais, monégasque, portugais, peu importe. Alors, j'ai découvert ça, et j'ai découvert l'armée américaine, je m'y suis engagé, ce qui m'a permis de choisir mon arme, et l'endroit où je servirais, et le miracle est que les Américains ont tenu parole. Ils m'ont envoyé là exactement où je voulais qu'ils m'envoient. On ne voit pas très bien ça dans une armée européenne. Et le fait aussi qu'à tout moment, sauf face à l'ennemi, mais ça peut être 50 mètres derrière, l'autorité en pleine guerre, l'autorité civile prime sur l'autorité militaire. Je n'oublierai jamais des copains, des camarades à moi qui pouvaient venir trouver le capitaine ou l'aumônier en disant « je suis pas très heureux dans la compagnie parce que le lieutenant untel est injuste envers moi. On ne fait même pas d'enquête et on vous déplace. Et si on ne vous déplace pas, vous dites gentiment ou avec fureur à vos supérieurs, si c'est comme ça, j'écris à mon sénateur et vous allez voir ce que vous allez voir. Et il y a interpellation ou en tout cas il y a correspondance au niveau ministériel. Eh bien, c'est quand même assez extraordinaire. Alors à la France, qu'avez-vous pris, Alain Bosquet? Le meilleur? Oui, le meilleur. Quoi? Vous me demandez de définir la France pour moi, il y en a pour 10 heures. Je dirais d'abord un éveil. Une angoisse doublée d'un éveil. Quand je dis angoisse, n'exagérons pas, je crois que nous sommes très bien dans notre peau. Mais il y a quelque part la peur que nous allions perdre ce privilège de l'esprit, de la vivacité et du fait que
finalement, nous malaxons très bien les choses. Alors, nous nous en tirons, je peux bien dire nous, non? Oui, bien sûr. Nous nous en tirons par une extraordinaire curiosité. Je crois que nous sommes, ça nous reste, on nous a peut-être tout enlevé. Il y a une chose qu'on nous a pas enlevée, c'est la curiosité intellectuelle. Nous sommes, il suffit de voir les éditoriaux de nos grands journaux, on parle de la Corée du Nord, on parle du Sri Lanka, on parle de l'Argentine, bien sûr, mais on parle aussi de l'Uruguay, on parle de tout et de rien. Or, ça n'est pas comme ça ailleurs. Il y a cet appétit de l'autre, parce qu'on se sent peut-être fragile, un petit peu trop gâté par le destin, quand même. Il nous est rien arrivé de très catastrophique depuis 30 ans. Nous le méritons, et quelque part nous sentons peut-être que nous le méritons pas. Donc nous sommes là pour comprendre les autres. Nous faudrait-il une catastrophe? Non, il faut jamais une catastrophe. Vous savez que la catastrophe, c'est une bombe atomique. Il en faut 2 pour détruire la France. Alors, je préfère, s'il y a une guerre atomique, que les grandes puissances se combattent pendant 3 heures et qu'il y ait tout de même 100 millions de survivants. Alain Bosquet, il y a donc ce livre, Une mère russe, et longtemps, votre mère, qui est morte l'an dernier, a attendu la visite de son fils. Enfin, vous alliez la voir, mais peut-être moins souvent que vous ne le voudriez maintenant. Et moi, je voudrais savoir quelles sont les relations d'une mère et de son fils pendant 50 ans. Nous avons été toujours absents l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'elle m'a couvé, comme il se doit, d'un fils unique jusqu'à l'âge de 17 ans, où au seuil de l'université, j'ai dit à mon père, écoute, maintenant je déménage, ce sera mieux pour mes études, il faut m'affranchir. Mon père a parfaitement, c'était un libéral de la vieille école, parfaitement compris ça. J'ai donc eu ma petite chambre à la cité universitaire, et depuis ce moment-là, qui est 37-38, jusqu'à la mort de mon père, j'ai été un absent pour ma mère, qui venait 3 heures, 4 jours, jamais plus de 5 jours, qui venait donc la voir, l'embrasser 2 fois par an, parfois une fois tous les 3 ans, pas plus. De sorte que nous avions un après, nous étions d'avance heureux, et nous nous accommodions de ce bonheur, et c'était parfait. Mais c'était tellement court que c'était ça parfait, devenait... Vous pouvez le dire parfait. Aujourd'hui, c'est parfait. C'était parfait, oui. mais ça allait pas très loin. Oui. Bon, or... à la mort de mon père, ma mère est venue, je l'ai prise chez moi, elle a donc vécu chez moi jusqu'à sa mort à elle, à 85 ans passés, et il a fallu qu'elle voie d'abord que cet homme pour qui elle était, j'étais un dieu, un enfant, un jouet, on ne sait pas, quelqu'un d'idéal, que ce type d'abord avait vieilli, qu'ensuite il avait sa vie à lui, qu'il était parfaitement quelconque et banal par moment, qu'il avait ses intérêts, qu'il était marié, et que donc elle n'était pas, elle, mon univers total, alors que j'étais le sien. Vous voyez les malentendus, vous voyez les querelles épouvantables, et le fait que je suis descendu très vite du piédestal dans la cave. Et il a fallu quand même s'arranger parce que, elle avait plus de 80 ans. Alors, il y avait le fait que je lui étais indispensable, et il y avait un rien de haine, un rien d'envie, et ceci que j'ai pas mis dans mon livre, mais dont je me rends compte tout de suite, et qu'il faut mettre sur le compte, la déchéance physique, c'est que tout à coup on est parfaitement bien à table, on se dit des choses agréables, on a mis des fleurs, on s'est laissé faire des petits cadeaux, tout va très bien, et puis il y a un regard qui passe. Et moi, le fils, je suis tout à coup le bonhomme qui a une meilleure mémoire, qui va mourir après elle, et qui lui raconte quelque chose qu'elle a oublié, sans le savoir et sans le vouloir. Alors je deviens le salaud qui va lui survivre. C'est ça mon livre. Mais faut pas le cacher. Oui, c'est vrai, vous parlez de tout cela avec une grande lucidité et je crois que beaucoup peuvent s'y reconnaître. Oui, comme me disaient certains de mes amis, mais ta mère n'est pas plus russe qu'une autre, c'est une mère. Oui, mais quand même, lorsqu'on a une mère russe, on est peut-être un enfant différent. En tout cas, on est une mère différente parce que tout est sentimental et il y a toujours ce côté, n'est-ce pas? Les Russes ne disent pas la France, l'Allemagne, ils disent l'Europe, car ils se considèrent pas en Europe. Alors tout à coup, il y a ce reproche. Toi, tu es trop européen. Ouais. Ou bien toi, tu n'es pas assez russe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un certain moment, il n'y a pas de silence, et il n'y a pas de nostalgie, il n'y a pas de soupir. Tous les Russes voudraient se retrouver dans Tchekhov. Et s'il n'y a pas dans notre vie d'occidentaux à nous un moment dans la journée où il y a ce silence, ce malentendu,
n'est-ce pas, le soupir sous le boulot, c'est que ça va pas, on n'est pas russe. Or, il faut ça. Il faut ce charme inarticulé, mais ce charme. Alain Bosquet, vous parlez d'enfer de la tendresse. Ben oui, vous savez, la tendresse, c'est très bien quand on ne sait pas que c'est de la tendresse. Oui. Quand on se dit d'avant, je vais être tendre et gentil et parfait et prévenant et tout le reste, sans être obséquieux et sans être flatteur, c'est qu'on s'apprête. L'autre comprend qu'on s'est apprêté. Il veut être à la hauteur de ce que vous pensez de lui. C'est un malentendu terrible. Alors ça finit par une dispute, ça finit par de la fausseté. Ça vous commencez délicatement et difficilement votre livre parce que vous vous adressez à votre mère et vous lui dites « Tu es morte ma mère et j'en suis soulagé ». C'est un mauvais vers, un alexandrin parfait hélas, qui m'est venu vraiment un jour que je m'étais disputé avec elle sans raison, comme toutes les disputes entre j'allais dire entre époux, mais aussi entre mère et fils, et je suis sorti excédé, et tout à coup dans la rue ce vers m'est venu. Et j'ai voulu m'en débarrasser. J'ai fait tant d'efforts pour me dire que c'est odieux ce que je viens de trouver là. N'est-ce pas, tu es morte ma mère et j'en suis soulagé. C'est du mauvais cornet, c'est de l'épouvantable racine. Mais ça m'est venu. Ça m'est venu, je me suis dit, je vais m'en débarrasser. J'ai fait tous les efforts du monde, plus j'ai fait d'efforts, plus ça m'est resté. Et tous les jours, je n'en ai pas dormi parce que cette chose littéraire, intellectuelle, dégueulasse au point de vue professionnel, mais professionnel, m'est venue comme ça. À propos de ma mère, c'est peut-être la seule chose littéraire que je me suis jamais tout à fait pardonné. Et aujourd'hui, vous pouvez redire la phrase pour vous, tout seul, alors que votre mère est morte l'an dernier. Vous savez, il arrive que le temps finit par guérir les choses. Le fait d'avoir écrit ce livre, vous me posiez la question tout à l'heure, je vous réponds maintenant, m'a tout de même délivré de ma mère, m'a délivré de ce que j'étais vis-à-vis d'elle. Je suis maintenant un homme un peu plus libre. Mais vous avez dit cette phrase tout à fait banale, « Maman, je t'aime » une fois dans votre vie à votre mère. Jamais comme ça. J'ai toujours eu peur de dire ça. Mais vous aviez envie de le dire? J'avais envie de me le dire, mais je vais répondre encore en ignoble, et c'est pas du masochisme, en ignoble, disons, j'ai été prof, conférencier et écrivain journaliste. Vous voyez, un homme du métier, sur quel ton le dire? Faut le dire au subjonctif, à l'imparfait. Bon, quand j'en ai eu envie, c'était pas la peine, je venais l'embrasser, ou tout à coup je prenais son coude, ou tout à coup je disais tiens, prends une glace, je sais pas, et ça n'avait pas à être dit. C'était du Tchekhov, c'est les silences de Tchekhov. Puis nous ne savons pas dire une chose aussi belle. Mais non, ça peut pas se dire, ça fait, vous savez la réponse à ça, maman je t'aime. La réponse c'est qu'est-ce que tu veux? C'est vrai. Mais votre mère n'avait que vous, Alain Bosquet. Oui, elle n'avait que moi, donc j'étais son empire, j'étais son jouet, et à la fin de sa vie, j'étais sa gloire, j'étais moi aussi son enfer, et à la fin de sa vie, j'étais d'une certaine manière son époux, parce qu'en tant que femme russe, elle ne savait pas ce que c'est qu'un chèque. Elle ne savait pas la différence entre le métro et le train. Elle s'arrangeait avec son charme slave. Moi, je me souviens d'un cas extraordinaire, bien sûr, elle avait 85 ans. Elle était fatiguée, elle était dans l'autobus. Elle a fait semblant de pas savoir où était sa rue. Elle a fait arrêter le conducteur d'autobus, le 43 place Saint-Augustin, et lui a fait un gros sourire avec un accent russe un peu exagéré, et lui a dit « Mais j'habite telle rue, est-ce que c'est à tel endroit ?» Il a arrêté l'autobus, il l'a accompagné. Fallait le faire, ça, vous savez. Et puis il y a ce mois de février de l'an dernier, ce mois de février 1977, et là vous êtes au coin de l'avenue Bosquet. D'ailleurs, vous vous appelez Bisque. Oui. Anatole Bisque. C'est ça. Bon, pourquoi Bosquet? C'est un anagramme. C'est un anagramme. Bon, que j'ai pris pendant la guerre pour ne pas avoir, disons, d'ennui, puisque je travaillais en 42-43. J'étais dans le premier journal de De Gaulle qui se publiait à New York et qui s'appelait pour la victoire. Et vous avez choisi un pseudonyme? Oui, parce qu'il y avait quand même une partie de ma famille en France. Donc vous êtes au coin de l'avenue Bosquet, vous vous posez des questions, vous voulez aller voir votre mère, dois-je lui apporter un gâteau aux amandes, puis enfin, vous lui apportez tout à fait d'autre chose, un fruit, un ananas, je crois. Un ananas. Bon, et avec cet ananas, vous vous présentez devant la concierge, la logeuse plus exactement, et elle vous dit, Madame votre mère est décédée. Alors qu'éprouve-t-on à ce moment-là?
Parce que c'est dit quand même brutalement. C'est dit assez brutalement. Vous savez, on a beau s'y attendre. Une femme de 87 ans qui n'est pas en bonne santé, il est fatal. On ne sait jamais si c'est la dernière fois qu'on la voit. Je l'avais vue l'avant-veille. Bon, alors on a beau s'y attendre, ça vous fait un choc. On se dit aussi enfin, pas du tout par égoïsme ni férocité, mais parce que il faut tout de même justifier toutes les morts qu'on a vécues pour elle mentalement. Parce que, enfin, il faut être fou pour ne pas envisager à cet âge-là que sa mère peut tomber sous un taxi, dans l'escalier, dans l'ascenseur, qu'elle peut avoir une crise cardiaque, une crise de paralysie, une folie, les 1000 possibilités d'une mort lente, d'une mort affreuse. Or, quand même, on est obligé à ce moment-là, ça a été brusque, de se dire enfin, parce que de toutes les solutions possibles, il n'y en a plus qu'une. Et la seconde chose a été, très curieux pour moi, ça a été un certain respect, une gêne devant la logeuse. Je me suis excusé que ça se soit fait chez elle. Et pour ne pas réfléchir, j'ai pris le téléphone et j'ai dit je noterai toutes mes communications, je vous les paierai tout à l'heure, et j'ai donné 15 à 16 coups de fil aux pompes funèbres, à ma femme, à des amis, etc., à la mairie, aux médecins légistes, à tout. Je me suis entouré de paperasseries et de choses administratives pour être bien sûr qu'il ne me restait que l'essentiel. Et j'ai été tout de suite d'ailleurs à la mairie. On m'a fait, on jouait justement il y avait un disque de Brassens parce que c'était 5 minutes avant la fermeture. Oui. Et on m'a dit vous signez ici de telle et telle manière. Puis j'ai convoqué les pompes funèbres et on a discuté du prix, de la couleur de l'intérieur du cercueil. Bon, à un moment donné, j'ai dit mais non, ma mère était pas pieuse. Et il m'a dit ah oui, sans le crucifix c'est 14,50 francs en moins. Puis j'ai dit mais bon, on m'a dit tel modèle, j'ai dit je prends le modèle intermédiaire et le croque-mort me dit ce sera très bien et je lui ai répondu à peine pincé oui ce sera très bien. C'est pas ce genre de choses. Puis il me dit combien de fleurs, mais je sais pas combien de fleurs. Je dis combien est-ce qu'on en prend. Il me dit pour 400 francs, ce sera bien. Il me répond. Je lui ai dit faites 800 francs comme ça, ce sera très bien. Vous voyez le genre de choses macabres, mais qui m'a sauvé. Parce que j'étais entouré, n'est-ce pas, c'est presque comme une émission de radio, il faut signer telle chose, il faut que le planton vous dise où c'est, il faut que le micro soit là, etc. C'est l'administration de la mort, ça m'a sauvé de la mort. Mais vous êtes-vous demandé, Alain Bosquet, et si je l'avais tué ? Comment ? Par manque de sentiment, par indifférence ? Par absence. Non, pas par indifférence, parce qu'on sent très bien dans votre livre qu'il n'y a pas d'indifférence, mais il y a une fabuleuse absence. Vous savez, je suis pas macabre à ce point, non, j'ai quand même gardé une énorme réserve d'émotions et tout de même, d'amour, l'amour filial. Il y avait aussi autre chose qui nous tenait, qui était quand même important, c'était une femme extrêmement cultivée, qui avait donc fait ses études musicales avec Auer, dans la même classe, ou 2 classes avant, et à Chaeffetz. Donc elle a connu, elle me traînait au concert, elle m'a fait entendre Chaliapine dans les années 30, elle m'a amené voir Toscanini, elle m'a amené voir Bruno Voltaire, je me rappelle l'un des tout premiers concerts qu'elle m'a fait entendre de Menuhin. Elle connaissait très bien la peinture. Elle me disait Braque, oui, mais enfin Braque c'est trop élégant, c'est trop français pour moi. Elle me disait aussi Chagall c'est trop russe pour moi. Je me suis déshabitué de Chagall, c'était bien au début, maintenant il se répète. Et elle avait, donc nous avions des bouquins, nous avions des peintures, nous avions de la musique où nous retrouver. Moi je lui reprochais d'aimer Tchaïkovski. Elle me disait mais tu comprends pas, tu es pas assez russe. Et je dis, j'ai toujours détesté Tchaïkovski. Elle me dit, alors là, il y avait rien à faire. Puis de temps en temps, elle me disait, oui, mais Bartok, oui, mais enfin, pourquoi faut-il, pour faire de la musique éternelle, des instruments nouveaux?
C'est la percussion qui la gênait. Elle avait comme ça des choses très extraordinaires. Puis un jour, elle relit Tolstoï. Je lui fait lire Kafka. Elle est entrée difficilement là-dedans. Mais enfin, quand même, ça l'avait un peu gênée. Elle s'est dit, qu'est-ce que c'est que ces gens qui sont si mal dans leur peau sans drame réel? Pourquoi? Personne n'a assassiné personne. Pourquoi qu'est-ce qui se passe? C'est trop compliqué. Et puis après, elle a relu Tolstoï. Et elle me dit, tu sais, finalement, oui, qu'elle répète, ça c'est admirable, mais Anna Karénine, quel mélo! En fait, Alain Bosquet, elle n'était pas une mère magnifique et vous n'étiez pas un fils modèle. Loin de là. Vous étiez fait pour être ensemble. Ben oui, mais on a été séparés tout le temps. On a été séparés. Non, on est rassemblés par mon bouquin. Il faut pas chercher plus loin. Moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour ne pas vivre à côté d'elle, parce qu'enfin, je ne peux pas dépendre de qui que ce soit. La littérature, les livres, c'est être indépendant, c'est être infidèle à soi-même aussi. Alors, pourquoi être fidèle à une mère? Elle, c'est différent. Elle aurait voulu que je vive près d'elle jusqu'à un certain point dans la vie. Après, je crois qu'elle s'est parfaitement résignée d'abord à veiller sur son mari devenu vieux. N'est-ce pas? Il y a eu ceci. D'abord, elle a aimé évidemment son mari, puis son gosse, puis elle a été pendant 30 ans, ne sachant pas très bien qui aimer, elle n'a préféré le fils absent au mari présent, et lorsque mari est devenu, disons, vieux, elle se dit, maintenant il a besoin de moi, donc tout l'amour est de nouveau rassemblé et non plus partagé. C'est pas plus difficile que ça. Mais vous êtes peut-être pessimiste, vous, Alain Bosquet, pour les lendemains, pour l'avenir, parce que vous dites, j'entre chaque mois, chaque semaine, à chaque phrase, un peu plus dans ma vieillesse. Oui, mais c'est un fait car physique. C'est vous maintenant qui êtes en cause. C'est un fait physique. Pourquoi voulez-vous que je sois pessimiste? Il faut être lucide. Si je vieillis bien, je radoterai. Et si je vieillis mal, personne ne s'en apercevra. Alors tant mieux pour les autres. Enfin, sans rage, on ne peut rien transformer. On sait, on le comprend bien vite dans ce livre, qui est très beau. Je crois que toutes les mères et tous les enfants devraient le lire parce qu'on s'y retrouve, d'une manière ou d'une autre d'ailleurs. Je crois que vous êtes en révolte et que vous n'en finirez pas d'être en révolte. Pourquoi voulez-vous que je ne sois pas même en révolte? Pourquoi voulez-vous que je ne sois pas en révolte? Qui croyez-vous qui soit d'accord avec son temps? N'est-ce pas, nous sommes entourés de médiocrité, nous sommes toujours au bord d'une guerre nucléaire, et moi je dirais simplement ceci, c'est peut-être une pensée de mauvais poète ou de poète tout court. Je ne me pardonnerai jamais de vivre le Moyen-Âge de demain. Je verrai pas le débarquement sur Saturne. Mais c'est très grave. C'est très grave, vous comprenez. Si on fait entrevoir à un type qui est contemporain, je ne sais pas, de Louis XIV, on lui fait entrevoir l'avion, le Concorde que vous avez pris ce matin, et qu'on lui dit, vous savez, dans 2 siècles, on va pouvoir aller là de Rio à Paris en quelques heures. Il sera pas très content de se dire, tiens, je vais mourir. Eh bien, il y aura des super Concordes d'une autre. L'homme aura changé. Je verrai pas tout ça. Il y aura des Beethoven en mieux. Alors pourquoi voulez-vous que je sois béat d'admiration et de sécurité? C'est pas mon rôle. Mais Alain Bosquet, il y a aussi le livre du doute et de la grâce. Et vous y disiez, Dieu existe puisque j'en ai la preuve. Tous les jours, je l'invente. Oui, parce que d'abord je suis pas croyant, mais que je suis tenté par Dieu et que je m'arroge, étant donné encore que le Verbe est à l'origine de tout, d'inventer un Dieu dans l'absolu. Pourquoi pas? N'est-ce pas? Ça, c'est ma part secrète. C'est la part de l'anachorète et de l'ermite et de l'homme seul sur sa montagne que je ne serai jamais. C'est ma vengeance d'être dans Paris, entouré de choses parisiennes, terre à terre et jolies plutôt que belles. Enfin, vous en voulez un peu à Dieu parce qu'il a pris quand même des risques d'abord de nous créer tout à fait imparfaits. Et vous auriez voulu la perfection peut-être. Ça se passe dans notre esprit, non pas dans le sien. Mais quand même, ça se passe dans le vôtre. Et vous y repensez. Et peut-être vous inventez quelque part en ailleurs.
Vous pensez que un jour, vous pourrez revenir voir ces choses dont vous parliez à l'instant, ces choses dont vous doutez? Non, quand je serai mort, tout sera fini. C'est fini? Très bien comme ça. Je réponds tout simplement par un vœu à ceci, c'est que je tiens à ce que je dis, ce que j'ai écrit. C'est plein de scories, c'est plein d'inutilités, c'est plein de choses qui sont bien ou pas bien. Je ne revendique qu'une seule chose, c'est une certaine perfection de la forme, qui est, comme je le disais au début, le respect de l'autre. Moi, je ne veux pas, je ne veux rien imposer qui ne soit au maximum de mes possibilités, c'est tout. Enfin, Alain Bosquet, vous attendiez beaucoup de choses, et vous attendiez peut-être ce livre, et vous l'avez écrit. Une mère russe, c'est, je ne dirais pas un testament, non, c'est pas du tout cela, mais c'est vraiment le chef-d'œuvre d'un compagnon. C'est de l'émotion plus le travail. Autrefois, vous aviez des mythes, vous aviez des amours, c'était Garbeau et Marlène Dietrich. Aujourd'hui, on peut aimer qui? Dans ce même domaine? Oui. Ça n'existe pas, il faudrait une nouvelle Greta Garbo, une nouvelle Dietrich. C'est toujours le lendemain qui compte. Merci, Alain Bosquet. France Inter, bientôt 17h, oui. J'ai reçu aujourd'hui Alain Bosquet. Nous avons parlé de son dernier roman, Une mère russe, qui paraît chez Grasset, un roman que je vous recommande. Demain, un autre rendez-vous. Nous serons dans un tout autre domaine. Nous parlerons sans aucun doute de music-hall, de Paris et de nuit parisienne, puisque demain je recevrai Jean-Marie Rivière. À demain, bonsoir.